Et c'est notre rendez-vous de la semaine, une semaine dans le monde où nous revenons sur l'actualité qui a marqué ces derniers jours. Et nous sommes avec nos éditorialistes en plateau. Patricia Lémonière, bonsoir. Vous êtes grand reporter. Juste à vos côtés, Gued Minassian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po. À ma gauche, Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Et Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous nous montrerez au cours de l'émission, évidemment, tous les dessins qui reflètent cette actualité. Merci à tous les quatre d'être là ce soir. Nous commençons cette émission par l'Ukraine qui a fait la une des médias cette semaine. Une semaine folle sur le plan de la diplomatie avec ce rapprochement Trump-Poutine, ces déclarations surréalistes de Donald Trump sur le président ukrainien, le traitant de dictateur sans élection. A-t-on basculé dans un nouvel ordre mondial? C'est ce que nous verrons dans un instant. Nous évoquerons ensuite la restitution des corps des otages israéliens hier par le Hamas dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve. L'un des corps n'est pas celui de la mère des enfants Bibas. Comment envisager la phase 2 de ce processus? Et puis, nous nous pencherons ensuite sur la politique française et cette motion de censure à laquelle François Bayrou a de nouveau échappé. Bayrou, un Premier ministre malmené, mais qui tient en place. Nous accorderons aussi du temps à cette nomination controversée de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. C'est donc une semaine inédite sur le plan diplomatique qui s'est déroulée sous nos yeux avec ce changement de position des États-Unis. Un Donald Trump qui fait ami-ami avec Vladimir Poutine et dénigre celui qui était jusque-là l'allié des États-Unis. Un président ukrainien aux prises avec un envahisseur depuis 3 ans. On rebat les cartes de cette géopolitique. On écoute à ce sujet d'abord Emmanuel Macron. Le message que je veux vous passer, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. Ça avait déjà commencé en vérité depuis plusieurs années, progressivement, parce que ça fait une quinzaine d'années que les États-Unis d'Amérique nous disent à plusieurs reprises, nous ne sommes plus, vous n'êtes plus notre priorité. Et je respecte cela. Il y a eu la période de pandémie où on a vu parfois aussi des moments où notre dépendance nous coûtait. On l'a vécu depuis 2022, où il y a quand même eu un sursaut européen, sous présidence française, à Versailles en particulier, au sommet qu'on avait fait. On rentre dans une nouvelle ère. Et donc on va devoir aussi revisiter nos choix budgétaires, nos priorités nationales dans ce monde qui commence. Patricia Lémonière, quand on entend le président français, on se dit que c'est véritablement un nouvel ordre mondial, là, qui est en train de se mettre en place. Alors je ne crois pas que c'est parce qu'on l'entend. Parce que lui, il ne cesse pratiquement de répéter depuis un certain temps qu'il faut que l'Europe se réveille, que l'on doit reconstituer nos forces, etc. Donc dans le rôle de chef de guerre, le président Macron est là et on peut en tout cas reconnaître sa constance vis-à-vis de cette question d'une Europe remobilisée et d'une alliance avec les États-Unis un peu fragile. Il est constant là-dessus. Non, en revanche, sur le constat, on rentre dans une nouvelle ère. Il sonne le tocsin. Effectivement, là, il y a bien quelque chose. On assiste à une bascule en ce moment du monde. Sera-t-elle avec une redistribution des empires, avec 3 gros empires, l'empire chinois, l'empire russe, l'empire américain, et puis nous au milieu, avec une vision du monde assez différente, même très différente, encore attachée à des principes démocratiques, de liberté, mais aussi de règles de droit. Vous voulez dire que Donald Trump a abandonné ses principes? Alors que oui, les empires se passent du droit. On le voit bien, la Chine sur le plan commercial, qui subventionne à tour de bras alors qu'elle fait partie de l'OMC. On voit bien la Russie qui se moque des frontières et qui envahit. Et on voit bien là l'Amérique de Donald Trump, les États-Unis de Donald Trump, qui disent, ma foi, pourquoi pas le Groenland, pourquoi pas le canal. Et puis surtout, Zelensky, un dictateur qui est à l'origine de la guerre. Donc là, si vous voulez, c'est même pas, on n'est même plus dans le droit. Donc voilà, c'est un peu le constat que je ferais. Mais en revanche, le président français, lui, en chef de guerre, c'est un rôle qu'il aime beaucoup. Et pour remobiliser l'Europe, c'est vraiment quelque chose qu'il essaye de faire sans être suivi depuis le début de ces 2 quinquennats. Renaud Girard, c'est un problème justement de ne pas être suivi forcément par tous les Européens et d'être quelquefois un peu à part. C'est difficile de fédérer, on l'a vu lundi. C'est très difficile. Alors je crois pas... Je ne suis pas d'accord avec Patricia sur l'expression chef de guerre, parce qu'en fait... Je dis qu'il aime être le chef de guerre. Voilà, il aime être le chef de guerre. Voilà, mais il faut avoir... pour être chef de guerre, il faut avoir une population qui est prête à faire la guerre et un Parlement qui soit prêt
à vous autoriser la guerre, et ni le Parlement français n'est prêt à autoriser la guerre. Ni les Français sont prêts non plus. Et les Français, je ne pense pas que les Françaises sont prêts à donner leurs enfants pour qu'ils aillent tuer des Russes en Ukraine. Ça, je ne crois pas. Et je crois que c'est la même chose pour tous les pays d'Europe. Je ne pense pas du tout qu'une mère suédoise qui a un enfant, 3 par femme, est prêt à donner un garçon, si elle en a, c'est son unique garçon, pour aller tuer des Russes en Ukraine. Je n'y crois pas une seconde. Même pour les Polonais. Je pense que les Polonais sont prêts sans doute à mourir pour défendre Varsovie, mais sûrement pas pour aller en Ukraine. Donc il n'y a pas de guerre. D'ailleurs, nous sommes en paix. Nous avons un ambassadeur. Il y a un ambassadeur de Russie en France. Nous avons un ambassadeur. L'ambassade est ouverte à Moscou. Alors, il y a évidemment des problèmes de sécurité. L'Europe, par rapport aux 3 empires dont parlait Patricia, l'Europe est un peu l'Europe des bisounours, et qui a laissé filer sa sécurité, ses dépenses. Vous trouvez qu'il y a eu une inconscience de la part des Européens depuis 2000, alors qu'on voyait, depuis 20 si ans. vous voulez, oui, ou même 30 ans, oui, on voyait que le monde devenait de plus en plus dangereux, en fait, et les Européens, face à un monde de plus en plus dangereux, freinaient leurs dépenses de défense, et même nous, puisque nous avons même abandonné le service militaire. On n'aurait jamais gagné la guerre de 14 sans conscription, si vous voulez. Et on voit, et c'est le problème de l'Ukraine aujourd'hui, que la guerre, c'est pas que du matériel, ce sont des hommes. Ce qui manque aujourd'hui à l'Ukraine, ce ne sont pas les hommes. C'est pas le matériel, ce sont les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Ukrainiens qui vivent d'ailleurs aujourd'hui en Pologne, qui sont réfugiés, qui ne veulent pas traverser la frontière pour aller faire la guerre. Donc il y a un vrai problème de réarmement physique et de réarmement moral. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour votre pays? Et les vraies armées en Europe, c'est-à-dire, c'est quoi une vraie armée? C'est fait de soldats, une armée. Qu'est-ce que c'est qu'un soldat? Un soldat, c'est quelqu'un qui est prêt à tuer et à se faire tuer. Alors moi, je connais que 2 armées qui ont des vrais soldats en Europe. Si vous en connaissez d'autres, je suis tout à fait prêt à vous entendre. Je connais l'armée française et l'armée anglaise. J'en connais pas d'autres. Ça fait pas lourd. Ça fait pas tout à fait lourd, et ça fait sûrement pas 200 000 hommes pour patrouiller le long d'une éventuelle ligne de cessez-le-feu entre les Ukrainiens et les Russes. Guedz Nimassian, moi j'aimerais qu'on parle de cette alliance Trump-Poutine. Elle était annoncée dans la campagne présidentielle, c'est pas une surprise ce rapprochement. En revanche, elle se fait au détriment total du président Zelensky, taxé de dictateur. Ça, c'est plutôt inattendu, Gates. D'abord, laissez-moi revenir un petit peu sur les propos de mes 2 confrères, consoeurs. Pour moi, on n'est pas dans un monde figé. On n'a pas attendu les propos, l'arrivée de Trump aux États-Unis pour savoir que le monde était évolutif. Donc, nous sommes dans un monde en plein décloisonnement, mais pas un monde dans un désordre ordonné, justement. On est dans un monde qui est en train de bouger sans cesse, qui n'a pas attendu et la guerre en Ukraine et la victoire de Trump pour se matérialiser. Ce monde décloisonné, c'est un monde qui s'organise à la fois autour des sociétés civiles de plus en plus partie prenante des processus de décision, notamment dans les démocraties libérales. C'est un monde décloisonné parce que l'Europe, l'Occident, on va dire, n'est plus au centre du jeu. Et troisièmement, le Sud global hétérogène intervient aussi dans l'organisation de l'architecture et la paix mondiale. Donc ce décloisonnement, ce n'est pas forcément un désordre. Deuxièmement, je mettrai un peu de nuance dans l'idée du retour des empires. Je rappelle qu'en 2003, lorsque les États-Unis envahissent l'Irak, il n'y a pas encore de manifestations trop poussées de la part de ce qu'on appelle aujourd'hui les empires. Tous étaient fréquentables, que ce soit Erdogan, que ce soit Poutine, que ce soit Xi Jinping. Tous étaient vraiment fréquentables. C'est peut-être ça aussi une des raisons pour lesquelles on s'est un petit peu on peut se demander qu'est-ce qui a fait endormi. Que nous ne sont plus fréquentables. Mais n'empêche que l'idée impériale, le logiciel impérial a toujours été là, du côté des Occidentaux, du côté des Européens.
Allez en Afrique et dites-leur qu'aujourd'hui, c'est le retour des empires, mais pas avant. Vous allez voir ce qu'on va vous dire. Donc la guerre en Irak en 2003, si ce n'est pas une manifestation, entre guillemets, impérialiste, qu'est-ce que c'est? Et ce n'est pas une critique, c'est pas être anti-OTAN que de dire ça. C'est juste de rappeler certains faits qui sont, à mon avis, importants de signaler. Ensuite, c'est pour moi plutôt une manifestation de néo-nationalisme, de projection, plutôt qu'un retour des empires. Alors c'est sûr, pour nous, journalistes, on aime bien les expressions un petit peu rapides, mais moi je vois plutôt une réorganisation du monde où l'Europe a décidé de se bouger, de se réveiller sur le plan de la défense, effectivement, en se disant on ne peut plus compter, comme l'a dit le président Macron, on ne peut plus compter sur une surprésence américaine. C'est vrai que depuis Bush, deuxième mandat, et Obama, il y a ce grand virage vers l'Indo-Pacifique. Mais en fait, nous, Européens, on est amenés à sortir soit de l'enfance, soit être senior. Je n'ai pas envie de dire autre chose, mais soit voilà. Il faut qu'on sorte du stade de l'enfance et du stade du senior. Il faut qu'on se prenne en charge. Et on a les moyens, et on peut se prendre en charge. C'est vrai qu'on a deux armées en Europe qui sont l'armée française et l'armée britannique, mais d'autres peuvent aussi faire des efforts. Alors, il faut avoir une volonté quand même. Oui, je pense par exemple à l'armée polonaise peut faire des efforts. L'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, c'est peut-être, comme on dit, l'armée la plus aguerrie en Europe, au sens large, mais peut-être aussi grâce à nos équipements. Mais quand même, c'est eux, oui, mais je veux dire, c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui se battent et qui résistent. Donc je pense, pour finir, que oui, l'Europe doit sortir un petit peu de ce confort, et je pense qu'on est en train de le faire. On va voir ce que ça va donner, la visite franco-britannique à Washington, mais je ne suis pas pessimiste en termes de transformation de notre outil militaire et de notre outil de défense et de notre doctrine de sécurité. Voilà. Alors j'ai une question à tous les trois, c'est que est-ce qu'en effet on peut attendre quelque chose de la visite de Macron et de Keir Starmer à Washington? Il faut raisonner Trump, ça a l'air assez compliqué, tout a l'air déjà d'être décidé. Qu'est-ce qu'il peut faire justement? Quel est le levier du président français? Alors, je me garderai bien de dire ce qui va sortir de cette réunion. Tout ce que j'ai envie d'ajouter par rapport aux propos qui viennent d'être tenus, c'est quand même qu'il y a une différence majeure aujourd'hui, et ça répond d'une façon indirecte à votre question, il y a une différence majeure par rapport au temps qui nous précède, en quelque sorte, si on ne veut pas parler de bascule, parce que c'est une formule un peu rapide. Néanmoins, il y a bien bascule d'un certain point de vue, du point de vue du droit. Parce que même quand on se reporte en Afrique, qui, après même la colonisation, il y avait un attachement aux frontières et au respect du droit des frontières. On voit bien que là, on est passé dans une dimension où ce respect-là ne joue plus, puisqu'il y a eu cette invasion et puis qui est niée en quelque sorte par Trump, le non-respect des frontières s'adresse au Groenland, le non-respect des frontières s'adresse... Et on voit même l'effet de cette politique, alors qu'on qualifiera comme l'on veut d'impérialisme, de souveraineté, de projection, on emploie les termes que l'on veut. On voit même les effets en Afrique. Quand on voit le Rwanda qui se permet gentiment de galoper en RDC, là, je crois qu'il y a aussi un non-respect des frontières. Et on ne dit rien parce que c'est trop compliqué, c'est un peu loin, etc. Donc je crois qu'il y a vraiment une époque que l'on qualifie comme l'on veut, mais avec un changement de braquet, le droit ralasse. Et nous, en Europe, le droit, on y tient encore. Nos démocraties sont basées dessus. Et là, si vous voulez, je crois que notre façon peut-être de répondre à Trump, et peut-être dans l'échange qu'il aura avec le président français et peut-être avec le Britannique, bien qu'il le reçoit séparément. Et moi, pas ensemble. J'aurais préféré qu'ils soient ensemble, parce qu'on le connaît, il va essayer de nous diviser pour mieux régner. Et entre les deux, la France et la Grande-Bretagne, c'est assez facile, j'ai envie de dire. Mais ces deux-là vont essayer, effectivement, chaque fois de faire rejouer le droit. Et qu'est-ce que Trump a y gagné, et c'est ça la vraie question, dans le respect de l'état de droit? Je ne sais pas. Renaud Girard, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je pense qu'il y a quand même un retour des empires. Là, je ne suis pas d'accord avec mon camarade. On a le droit. Voilà. Enfin, l'empire chinois, c'est très clair. Enfin, la Chine de Deng
la Chine de Deng n'est pas celle de la Chine de Xi. Sous Deng Xiaoping, il n'y avait pas l'expansion maritime en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale. Aujourd'hui, la Chine, la politique navale de la Chine, ils ont accaparé quand même toute la mer de Chine méridionale, qui est grande quand même comme la Méditerranée. Et ils ont été prendre des récifs qui sont à quelques milles nautiques du Vietnam ou des Philippines, et en disant c'est à nous. Et puis ils ont une politique très impérialiste vis-à-vis de la Birmanie, du Cambodge, etc. Ils s'étendent. Nos amis russes s'étendent, puisque en Ukraine, voilà, c'est quand même assez clair. On revient à la politique de souveraineté limitée. Alors, ils n'y arrivent pas, mais de Brejnev. Et puis, quant aux Américains, c'est assez clair. Quand il dit, il insiste sur le Canada, ça doit devenir un pays, un 51e État, ou à Panama ou Groenland. C'est quand même une politique assez impérialiste, et c'est quand même bien le retour des empires. Qu'est-ce qu'il peut obtenir de Trump? Ils s'entendent bien parce que la politique, c'est fait par les hommes. Hein, c'est les hommes. Et Macron, c'est un de ses mérites. Il a réussi à faire en sorte que, je dirais que Trump le kiffe, l'aime bien, voilà, parce qu'à cause du défilé du 14 juillet, où il a été invité, du repas à la Tour Eiffel. Non, mais c'est ça, mais bien sûr, c'est personnel. Les rapports entre les gens sont personnels. Trump déteste Zelensky, parce que Zelensky ne l'a pas aidé contre Hunter Biden, et parce que Zelensky a refusé sa proposition commerciale sur des terres rares. Alors, elle va évoluer peut-être un peu. Voilà. Mais on va voir ça. C'est l'actualité d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il peut lui dire une chose très simple. Il peut lui dire, il lui a peut-être déjà dit d'ailleurs à Notre-Dame, j'étais pas à la conversation là dans la cathédrale, mais de lui dire, écoute, Donald, tu peux pas quand même commencer ton mandat en loser. Tu ne peux pas perdre cette guerre, quand même. Ouais, tu ne peux pas être faible. Tu ne peux pas être faible, tu ne peux pas être un loser. Et on dit que Trump a déjà tout donné. Non. Il reste quelque chose de très important. C'est les sanctions. Et les sanctions, c'est un argument très fort, les sanctions économiques. Et peut-être qu'il dira à Poutine, ah non, si tu lâches pas ça, je ne vais pas retirer les sanctions. Donc ça peut être un levier. Ah, c'est un vrai levier. Voilà. Et c'est un vrai levier. Et sans doute que, je pense que Macron, c'est ce qu'il va dire à Trump. Il va dire, utilise ce levier. Très bien. Alors si moi je me tourne vers vous, alors quels sont les dessins que vous avez retenus pour incarner ça? Mais je peux vous dire que la période invite à une avalanche de caricatures et de dessins voilà. Tous des quatre coins du monde. On va commencer par ce dessin du dessinateur algérien Dilem. Vous savez, les dessinateurs, ils manquent pas d'imagination en ce moment pour représenter le moment quand même inédit que nous traversons. Guerre en Ukraine, les négociations vont enfin commencer. Tout le monde aura reconnu la désormais célèbre table du Kremlin pour montrer à quel point l'Europe est isolée. Toi là-bas, dit Trump à ce représentant européen. Et on voit que le siège est bien loin. Un deuxième dessin du dessinateur ukrainien Kazanevski, qui lui, par contre, utilise l'image vous savez, le bonneto, ce jeu d'escroquerie, là, pour montrer tout le cynisme de ces négociations de paix qui n'en sont en réalité pas une. On voit maintenant que désormais le locataire de la Maison Blanche adopte directement la rhétorique du Kremlin, sous les yeux totalement ébahis de Zelensky. C'est intéressant quand même parce qu'on imagine qu'un dessinateur ukrainien doit regarder ça avec encore plus de regrets que nous. Un troisième dessin du dessinateur belge Kroll pour Le Soir, parce qu'il y a eu aussi une petite réunion à Riyad cette semaine, quand l'Arabie Saoudite aussi joue les intermédiaires entre Américains et Russes pour régler la guerre en Ukraine, mais toujours sans les principaux intéressés, ni Zelensky ni les Européens. Monsieur Zelensky attend. Je ne vois pas ce qu'il a à voir là-dedans. Voilà qui a le mérite d'être clair. Et puis on parlait justement de l'Europe, ce dessin de Piet, dessinateur français, qui nous montre combien quand même il est difficile pour l'Europe de se réveiller dans cette nouvelle ère, en tout cas, et de réaliser que l'allié américain ne sera pas toujours là pour contribuer à assurer sa défense. Le réveil européen, encore 5 minutes, c'est difficile. Ça nous rappelle peut-être des situations très matinales. C'est difficile de se réveiller. On va voir si les efforts de Macron cette semaine pour que
l'Europe réponde d'une seule voix, vont un petit peu payer. Puis en bonus, voilà, on parlait aussi de cette rencontre qui se profile lundi prochain, ce dessin de Vado, dessinateur belge qu'on connaît bien ici pour l'Écho. On va voir s'il arrivera à dompter la bête, hein, j'ai envie de dire. Mais vous voyez que la boucle est bouclée. On retrouve cette fameuse table du Kremlin qui en dit long. C'est en fait le cas de le dire. La prolongation du bureau ovale. C'est ça qui est inquiétant. Ouais. Merci Laure Simoès. Alors, dialogue de sourds. Dialogue de sourds, exactement. Alors on va passer à la deuxième actualité de la semaine, la suite de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Hier, les corps sans vie de 4 otages israéliens ont été restitués à l'État hébreu. L'un des corps, celui de la mère des enfants, Bibas, est en fait celui d'une Gazaoui. On écoute à ce sujet Benjamin Netanyahou. La barbarie des monstres du Hamas ne connaît aucune limite. Non seulement ils ont enlevé le père, Yarden Bibas, la jeune mère Shiri et leurs 2 petits-enfants, mais dans un cynisme indescriptible, ils n'ont pas restitué Shiri aux côtés de ses 2 jeunes enfants. Et ils ont placé dans le cercueil le corps d'une femme palestinienne. Nous agirons avec détermination pour ramener Shiri chez elle, aux côtés de tous nos otages, qu'ils soient vivants ou morts. Et nous ferons en sorte que le Hamas paie le prix fort pour cette violation cruelle et infâme de l'accord de trêve. Gates Minassian, j'aimerais avoir votre réaction face aux propos de Benjamin Netanyahou. Très virulent, très extrême. C'est attendu et ça pose pour moi le sujet, le problème de la deuxième phase des négociations avec le Hamas. Peut-on négocier avec le Hamas du côté israélien dans ces circonstances? Ou est-ce qu'on va aller vers une violation, un arrêt total du cessez-le-feu et repartir comme avant? Parce que la démonstration de force macabre du Hamas a aussi pour but justement de montrer aux télés du monde et aux opinions publiques mondiales et au gouvernement de la communauté internationale que le conflit n'est pas fini, que le Hamas est toujours debout, qu'après plus d'1 an de bombardements et de destruction systématique, il y a une infrastructure du Hamas qui est d'ailleurs assez surprenant à voir sur le terrain, comment on arrive à s'organiser comme ils le font. Et c'est sûr qu'avec ce qui vient de se passer, qui est totalement insupportable, s'en prendre à des enfants, c'est sûr que la cause palestinienne ne va pas marquer des points. Mais ce n'est pas pour autant que Netanyahou va en marquer aussi, parce qu'il y a déjà une contestation à l'intérieur même de la société israélienne, l'opposition et même des cadres de l'armée qui critiquent sa tactique militaire. Elle est encore plus marquée aujourd'hui que... Oui, parce que là, en octobre 2023. On a franchi un cap dans l'insupportable avec la mort de ses enfants. Mais moi, j'ai un peu de mal à me prononcer sur ce fait-là, parce qu'il y a tout de suite un risque d'instrumentalisation, même dans le commentaire. Donc, il faut être très prudent et respecter le deuil des personnes concernées, des familles concernées. Mais ça pose le problème de confiance. C'est-à-dire, si le corps restitué n'est pas celui de cette dame israélienne, donc comment on peut négocier encore avec le Hamas? Alors en effet, la deuxième phase, elle s'annonce très compliquée, Patricia Lémonière. La deuxième phase, elle doit démarrer après la première phase qui se termine le 2 mars normalement. Alors là, effectivement, je suis d'accord avec vous, on est totalement dans l'émotion et dans le rejet, et donc il faut poser les choses et se déplacer un peu et parler de la seconde phase. Je crois que Benjamin Netanyahou aurait peut-être envie, effectivement, pour des raisons que l'on pourrait développer, de faire en sorte de mettre un point d'arrêt sur cette seconde phase. Mais il est sous une pression extrême de l'administration américaine. On l'a bien vu, l'envoyé spécial est encore venu la semaine dernière, et c'est lui qui lui avait tordu le bras pour faire en sorte qu'on attaque la première phase. Je crois que l'administration américaine a été très claire, Trump est clair, il veut que tous les otages rentrent. Et ça, je crois qu'il est prêt à vraiment encore tordre le bras à Benjamin Netanyahou sur cette question. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on le voit dans toutes les déclarations qui peuvent être faites par les émissaires ou par Marc Rubio, c'est toujours ça qui revient. Alors, après, la deuxième phase, quand est-ce que les vivants et les morts vont être restitués dans la seconde phase? On ne le sait pas. Pour même négocier la seconde phase, Benjamin Netanyahou avait dit non. Et puis, il suffit que l'envoyé spécial de Donald Trump arrive pour qu'il dise finalement je vais renvoyer une équipe négocier. Pas une équipe d'importance,
Mais la négociation Et puis, je crois ce que l'on attend, tous les gens qui s'intéressent à cette question, c'est ce qui va se passer début mars avec le plan égyptien. Alors on peut l'appeler aussi saoudien, enfin chacun y va de sa vision, mais il y a ce second plan qui est pour Gaza, mais qui est plus étendu de Gaza. Et donc au-delà de cette seconde phase, ce qui se pose dans cette seconde phase, c'est l'apparition de ce plan égyptien et l'explication de ce plan, qu'on ignore, ou on sait les grandes lignes, mais on reviendra dessus. Renaud Girard, c'est compliqué. Le Hamas qui avait promis, qui promet d'ailleurs de libérer tous les otages d'un coup, on l'a entendu, on a l'impression d'un phénomène d'accélération, on a l'impression d'une concession. C'est une concession quand le Hamas annonce cela. Comment est-ce qu'on peut interpréter Moi, je ne vois pas ça comme une concession. Je vois que il n'a pas fait d'examen de conscience, le Hamas, pour les atrocités qu'il a commises le 7 octobre. Et ça, cette famille, la décimation de cette famille, c'est horrible quand même. Hein. C'est proprement génocidaire, si vous voulez. Vous savez, quand les bébés hongrois et les familles hongroises arrivaient à Auschwitz en mai 1944, eh bien, on mettait les hommes en âge de travailler, ils allaient dans les usines d'Auschwitz, et puis les autres étaient envoyés dans les chambres à gaz à Birkenau. Les bébés aussi, vous voyez, les femmes avec leurs enfants. Et là, d'avoir massacré cette femme et ces bébés, c'est quelque chose d'assez horrible. Je ne crois pas que le Hamas ait rendu un grand service à la cause palestinienne. Il dit que la cause palestinienne lui est très chère. C'est la cause du peuple palestinien. Alors peut-être que c'est la haine d'Israël, de la présence israélienne en Palestine qui l'a fait agir comme ceci. Je ne vois pas quel est le sentiment qui a pu motiver des crimes comme cela. Il n'a sûrement pas rendu un service au peuple israélien. D'ailleurs, il n'a pas rendu un service depuis qu'il a chassé les Palestiniens, le Fatah, qui était prêt à négocier, qui avait reconnu le droit à l'existence d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, le Hamas avait la possibilité de vouloir faire du Gaza, puisque les Israéliens se sont retirés en 2005, un vrai Singapour moyen-oriental, au lieu de s'orienter vers la guerre, vers le harcèlement d'Israël, faire du business avec tous les États arabes, notamment avec ceux du Golfe, qui étaient prêts à les aider à faire du business. Et ce paradis touristique que il veut faire, il aurait très bien, le Hamas aurait très bien pu faire, et en collaboration avec le Fatah, très bien pu le faire à Gaza. Et puis là, il ne rend pas service, je trouve, parce que vous avez vu l'arrogance de ces mises en scène. Il pourrait simplement rendre les otages... Qui sont insupportables, dénoncés par la Croix-Rouge. Insupportables. Israël, d'ailleurs, ne fait pas la même chose. Israël ne fait pas de mise en scène quand il libère des centaines de prisonniers palestiniens. Ça sert à la propagande de l'organisation. Oui, c'est même assez indécent. Ça dépasse la propagande, c'est de l'indécence. Et je pense que s'il voulait agiter un chiffon rouge devant la tête de Netanyahou, les frères musulmans du Hamas ne s'y prendraient pas autrement. Gaëtz, une question sur ces otages. Donc on vient d'en parler, le Hamas qui annonce qu'il pourrait libérer éventuellement tous les otages. Mais si le Hamas libère les otages, il lui reste quoi comme levier ? Et c'est pour ça qu'il y a un calendrier. Parce que c'est fini. Déjà, et en plus... effectivement, je vois pas... La méthode est classique, je veux dire, surtout que c'est 1 contre 100, 2 contre 200 ou 3 contre 300, je ne sais pas. Mais le Hamas n'a pas le choix. Il a le choix de faire des petits moments comme ça, macabres, de parade militaire pour dire on est encore debout. Et on est nombreux, regardez, on voit les images, c'est des centaines, voire des milliers d'hommes armés, histoire de dire qu'au bout de quasiment 1 an et demi de bombardement, nous sommes toujours là, nous sommes toujours sur notre terre, sur nos territoires, prêts à défendre la cause palestinienne, quels qu'en soient, hélas, les moyens. Donc les otages, oui, c'est connu. Il ne faut pas oublier aussi qu'il doit y avoir aussi au sein du Hamas une bagarre aussi entre le bras militaire et le bras politique, du moins ce qu'il en reste. Et de négocier avec des mouvements irréguliers comme ça qui n'ont pas d'autre choix que de refuser justement la négociation. Parce qu'il faut être 2 pour négocier. Et en plus, là, ce n'est pas des négociations directes, ça passe par d'autres canaux. Donc, je pense que le Hamas doit
comme on dit, serrer les coudes, gagner un peu de temps, maintenir cette pression des otages le plus longtemps possible, en plus sur fond de cessez-le-feu. Je ne crois pas trop aux pressions américaines. Ça n'a pas marché vraiment avec Biden et Netanyahou. Je ne vois pas, alors qu'il y a vraiment union de vues entre Trump et Netanyahou, pourquoi il y aurait d'un coup une sorte de retenue de la part de Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce que la Ligue arabe peut faire? Rien. Rien. Le sommet est voué à l'échec. Il n'y a rien. Vous savez, le symbole de la table qui est très longue, c'est quoi en fait, quand vous dites dialogue de sourds? C'est qu'en fait, on entre dans un monde d'incompréhension. Les gens ne se parlent plus, ou quand ils se parlent, ils ne se comprennent plus. C'est pour ça que je parle, moi, d'un monde décloisonné. Parce que quand vous avez, par exemple, on est là en train de dire Trump, mais la parole de Trump, il faut arrêter de la prendre pour une sorte de parole d'évangile, une parole officielle. Je veux dire, il y a du blabla. Je veux dire, c'est quelqu'un qui négocie tout le temps, qui provoque tout le temps. Est-ce que dans les propos incendiaires contre le président ukrainien, il n'y a pas un mécontentement, notamment avec l'exploitation des minerais en Ukraine? Et comme il a refusé d'accepter la demande américaine, américaine, Zelensky en prend plein la tête. Donc il y a ça aussi. Pareil du côté européen. Je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on ne peut rien faire seul, que nous sommes assistés. On l'a été, mais je pense qu'on le sera de moins en moins et on ne le sera plus. Je pense que c'est ça la vraie prise de conscience. Mais que ce soit l'Ukraine, conflit hybride et même guerre classique, ou que ce soit Israël, Gaza, conflit hybride, mais conflit irrégulier, donc asymétrique, on entre dans un nouveau monde. Et ça me permet de revenir à la première partie de notre échange. Oui, le droit international est menacé, mais il a toujours été menacé. Ce qui change aujourd'hui, c'est pas le retour des guerres, elles ont toujours été là. C'est une conflictualité dans la diplomatie qui n'était pas là. Et ce changement de cap, cette conflictualité qui a toujours été là, simplement elle prend un nouveau sens avec des nouveaux acteurs qui, eux, veulent, non pas à mon avis, et je reviens sur mon idée d'apaisement un peu à l'égard de cette idée des nouveaux empires, le logiciel impérial a toujours été là. Toujours. Même nous, quand on renonce dans les années 50-60 à notre empire, on a gardé un logiciel impérial. Donc, tout peuple, et ça c'est mon humble avis, tout peuple qui a connu comme régime politique l'impérialisme ne s'en affranchit jamais. Quel que soit le peuple, vous regardez, soit les Arabes, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Turcs, les Russes, les Français, les Anglais, les Allemands, bref, tous. Donc, il faut arrêter de penser qu'il y a des nouveaux empires. Ils ont toujours été là. Simplement, comme on n'est pas en position de force, on se dit, voilà, les méchants, c'est vrai qu'ils sont de l'autre côté peut-être, mais ils s'organisent avec leurs moyens. Et pour moi, c'est du néo-nationalisme dangereux, et là-dessus, je vous rejoins, mais pour moi, ce n'est pas de l'impérialisme, c'est l'international réactionnaire, mettez le mot que vous voulez, oui. Mais c'est une nouvelle conflictualité avec laquelle il va falloir compter. Vivre, voilà. Et vivre, voilà. Laure Simoes, vous nous montrez les dessins qui vous ont le plus parlé? Oui, je vais vous montrer un premier dessin de Kishka, dessinateur israélien, sur justement cette mise en scène absolument macabre de la remise des dépouilles hier. L'ONU aussi l'a qualifié de abjecte et cruel. Je tiens à le rappeler parce qu'on sait que l'ONU et Israël ne sont pas forcément en de très bons termes depuis quelques mois. Voilà, c'est des moments conçus comme une attraction de Luna Park, Luna Park Hamas, vous le voyez là, qui contraste avec le grand désarroi et le deuil des familles. Oui, je pense que c'était pas facile de trouver l'angle juste. On a aussi cet autre dessin du dessinateur brésilien Thiago qui nous montre que c'est une trêve, on l'a dit et redit, extrêmement fragile parce qu'elle confronte des forces qui peuvent à tout moment rallumer la mèche. C'est un petit peu ce que plante ici ce dessin, le Hamas d'un côté, puis vous voyez Netanyahou soutenu par Trump de l'autre. Les deux camps s'accusant évidemment mutuellement de violer le cessez-le-feu. Et puis on se demandait ce que pouvait faire la Ligue arabe pour terminer, ce dessin de
Emma Dajaj, grand dessinateur jordanien, donc, qui pose cette question, quid de la reconstruction de Gaza et cette deuxième phase et de la capacité justement de la Ligue arabe que vous voyez à droite à tenir tête à Netanyahou pour éviter le fameux projet de Riviera sous contrôle américain. Mais vous voyez que c'est un rapport de force. Bulldozer qui détruit avec Netanyahou à gauche, tentative de reconstruction qui n'est pas gagnée à droite, et puis au milieu, pris en tenaille évidemment les civils de Gaza qui sont aussi... Un dessin plus que parlant, hein, quand on regarde ça. Voilà. Merci Laure Simoès. Et on va sur la dernière partie de cette émission où nous revenons sur cette semaine politique en France et cette nouvelle motion de censure à laquelle François Bayrou a échappé et dont il s'est moqué. On l'écoute. Et ce faisant, je vous le dis comme je le crois, vous vous trompez. C'est dommage, Monsieur Faure, je vais parler de vous, c'est bête. J'avoue que c'est la première fois que je vois un parti qui dépose une motion de censure quitter l'Assemblée pendant la discussion de sa motion de censure. Mais bon, l'innovation est la marque des peuples vivants. Renaud Girard, François Bayrou, 6e motion de censure quand même. Plus habile que Michel Barnier, vous diriez ? Visiblement, mais habile pour faire quoi? Ça, c'est la question. En tout cas, pas pour interrompre ce spectacle absolument lamentable qui rappelle les pires heures de la 4e République, qui était absolument incapable de gérer le conflit de décolonisation de l'Algérie. Il a sauvé sa peau, Bayrou, mais qu'est-ce qu'il va faire? On a besoin de réformes très importantes. En France. On ne travaille pas assez. On part à la retraite beaucoup trop tôt. On ne cotise pas assez. C'est pour ça que vous allez fâcher beaucoup de gens, là. Oui, mais c'est la réalité. C'est une réalité, vous savez, arithmétique. C'est une réalité comptable. Comptable, c'est une réalité comptable, voilà. Et on ne voit pas très bien. Et donc ce pays ne se réforme pas. On ne le voit pas réformer. On a plutôt la tendance qu'effectivement, il va comme ça des joutes oratoires, mais qui n'intéressent absolument pas les Français, si vous voulez, absolument pas. Personne ne se passionne pour la vie à l'Assemblée nationale, à part quelques journalistes politiques, mais sinon, les Français, non. Et mes voix sont assez inquiets par la dérive, et notamment la dérive financière de notre pays, avec le remboursement des intérêts de la dette qui est supérieur au budget de l'éducation nationale. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est, si vous voulez, de l'état de nos finances publiques. Et Bayrou, on lui fait pas très confiance, parce qu'on sait qu'il était ministre de l'Éducation, qu'il n'a pas fait grand-chose quand il était ministre de l'Éducation, et maintenant il est Premier ministre. Bon, on espère qu'il va réformer ce pays, mais ça n'en prend pas, quand on écoute le budget, quand on se penche là-dessus, ça n'en prend pas le chemin. Il faut évidemment, en France, faire comme aux États-Unis, mettre les dépenses administratives complètement à plat. Si on a plus de fonctionnaires que tous les pays européens, on est suradministré. En plus, les gens sont même pas contents de cet état social que nous avons. Donc il faut remettre à plat, et on peut pas. C'est un drame, en fait, que ce jeune président Macron, qui n'avait pas réussi à s'accommoder au pouvoir, voilà, il y a eu les gilets jaunes, le Covid, etc. Enfin, il était réélu, et qui n'ait pas consacré entièrement son deuxième mandat à faire les réformes. Il a même mis Madame Borne, bon, ça n'a pas marché, et ensuite il met un jeune homme qui commence à faire des réformes, qui s'appelait Attal, qui commence à réformer. Il avait tout à fait raison. Le système de l'assurance chômage qui ne marchait très mal, et là il dissout et il abandonne ce job de la réforme. Et même aujourd'hui, les réformes qu'il avait réussi à faire passer dans son premier début de mandat, elles sont aujourd'hui menacées. Et donc c'est une catastrophe. Moi, c'est un spectacle qui me fait
beaucoup de peine à voir, mais qu'on peut pas prendre très au sérieux. C'est pas du tout à la hauteur, si vous voulez. Ces joutes oratoires entre Bayrou et Faure. Bon, alors, on pourrait s'attendre en effet à mieux. Voilà. Alors, ça, la motion de censure, c'était une des grosses parties de la semaine. Il y a un autre dossier qui a quand même concentré aussi l'actualité, c'est la nomination de Richard Ferrand au poste de président du Conseil constitutionnel, élu grâce à une abstention, celle du RN, le Rassemblement national. Patricia Lémonière, c'est un faiseur de roi aujourd'hui. Mais ça a toujours existé. Tous les présidents ont nommé quelqu'un qui leur est proche et qu'ils ont envie de nommer. Alors certains ont eu plus de talent parce qu'ils ont nommé des gens qui avaient un background, j'ai envie de dire, juridique plus important. Mais enfin, je veux dire, là encore, c'est... Bon, c'est vu et revu pour vous ? Pour moi, je trouve que ce choix est préjudiciable effectivement au Conseil constitutionnel. Ça, c'est pas bon pour l'institution. Pour la Constitution, c'est vraiment regrettable que notre président ait fait ce choix-là, mais ma foi, c'est peut-être à la hauteur de ce qu'il est. Mais enfin, ce qui est regrettable, c'est qu'on en discute, c'est que au lieu d'aborder des vraies questions de fond, au lieu que nos hommes politiques nous expliquent, ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que la retraite ? Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi on paye ? Pourquoi il y a un déficit ? Pourquoi le régime Arco, à Gérardco, qui est le régime privé, est en positif ? Et pourquoi l'autre régime est en négatif ? Je ne sais pas si les gens comprennent bien en détail toutes ces choses-là. Donc je veux dire, c'est ça que j'attends de nos hommes politiques, qui nous élèvent intellectuellement. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on se perd dans des broutilles. Et là, on a un horrible accord. Même si le Conseil constitutionnel, je finis, ouais. ça va faire, même si l'importance du Conseil constitutionnel, c'est quelque chose de fondamental, surtout dans l'époque dans laquelle on entre. Et là, on a l'abstention du Front National, c'est un horrible accord, c'est les magouilles de la quatrième. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le Front National fait cette fleur à Ferrand ? C'est très curieux, quoi. Très brièvement, Gaëtz Minassian, aujourd'hui, c'est une erreur du président ? Oui, non, c'est pas une erreur. Il a le droit institutionnellement et constitutionnellement, pourquoi s'en priver ? En revanche, moi, Même si le droit lui est complètement étranger. Ça, c'est autre chose. Voilà. C'est une question. Ça, c'est autre chose, mais je veux dire, c'est dans ses prérogatives, donc il les utilise. Donc non, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas à dire juger ou quoi que ce soit. En revanche, moi, ce qui me préoccupe, c'est la désaffection des Français à l'égard du champ politique et des politiques. Et c'est ça, moi, qui me préoccupe vraiment, et notamment depuis la dissolution ratée de l'Assemblée et ce qu'on a vu derrière, cette crise dans laquelle on est entré depuis 2024, l'été 2024, et aujourd'hui, on se retrouve avec des exécutifs qui doivent se poser la question, qu'est-ce que diriger l'ingouvernabilité ? C'est ça la vraie question. Comment on dirige la gouvernabilité ? Et deuxièmement, le passage du politique, de l'exécutif vers le législatif. C'est quelque chose d'assez nouveau dans la Ve République. Merci, Gaëtz. On est pris par le temps. Oui, juste une phrase. Il était plus décent quand même que Macron nommate au Conseil constitutionnel quelqu'un qui connaisse vraiment le droit, un prof de droit. Imaginons que Emmanuel Macron nomme un chef d'état-major qui a très peu d'expérience militaire, un chef d'état-major de l'armée. Oui, il a le droit de nommer... n'importe qui comme chef d'état-major de l'armée, mais c'est quand même plus décent de montrer quelqu'un qui connaît l'art militaire. Et là, Ferrand ne connaît rien au droit constitutionnel. Ok, Laure Simoès, on passe au dessin. J'en ai que deux, donc je vais faire très vite. Deux dessins, un sur Bayrou, un sur Ferrand. Un premier dessin du dessinateur, dessinateur français. Voilà, s'il a échappé cette semaine à une 6e motion de censure, rien ne dit qu'une 7e, avec l'affaire quand même Betaram, ne menacera de tomber dessus. Peut-être que cette affaire n'empêche, ils vont pas le lâcher. Ils vont pas la lâcher là-dessus. Et puis pour terminer, donc un dessin de CAC, dessinateur français qu'on ne présente plus, président de Cartooning, pour l'Opinion, que je trouve bien drôle et qui fusionne deux actualités. La nomination de Ferrand, on vient d'en parler, à la tête du Conseil, qui apparaît comme une manœuvre très politicienne, pour certains pouvant affaiblir la démocratie. Et puis, un possible argument choc, n'est-ce pas, pour tenter de faire le poids face aux géants américains que tout le monde aura reconnu avec la cravate rouge qui pendouille. Moi aussi, je tiens la Cour suprême, dit Macron. Eh ben voilà, il fallait oser le parallèle, CAC l'a fait. Merci Patricia Lémonière, Renaud Girard, Gaëtz Minassian. Un grand merci Renaud Girard. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du journal.